On va donner la parole à Hélène Donadieu-Rigol, gastro-entérologue, hépato-gastro-entérologue de formation et maintenant addictologue référente du Grand Sud, qui va venir nous parler de l'alcool. On en parle. Merci Hélène. Aider sur le bouton. D'accord. Il faut forcer. L'épreuve, c'est le bouton. Merci Michel. Oui, pardon. Oui. Je suis un peu phobique en ce moment. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir au CREG. Et même si là, le sujet, je me suis dit que sur une rencontre aussi conviviale qu'est le CREG, et quand je vois l'organisation de vos soirées, je ne suis pas sûre que cette présentation va vous faire plaisir. Je ne suis pas persuadée, donc je partirai très rapidement derrière pour pas prendre des tomates. Donc pour commencer, alors effectivement, il est sensible. Voilà. Pour commencer, quelques chiffres clés de la consommation d'alcool en France. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des chiffres, mais des chiffres importants. 24% de la population adulte française consomme de l'alcool de manière soit quotidienne, soit excessive. Et nous allons voir après ce que ça représente. La France a diminué sa consommation d'alcool et essentiellement le vin sur la quantité, mais reste parmi les pays qui boivent le plus après la Lettonie, la Lituanie et la République tchèque. C'est responsable, c'est la deuxième cause de décès évitable en France, après le tabac, qui est la première cause de décès évitable. Et donc, on va se poser des questions. Je vais rester patiente. Est-ce que si on appuie dessus, ça marche ? Si on appuie sur l'écran ? Parce qu'il me semblait que Solange appuyait sur l'écran ce matin. Non ? D'accord, donc on va se poser 3 questions. Les seuils de la consommation d'alcool, et c'est là que la salle va se vider. Ensuite, on va se poser la question de est-ce que l'alcool est cancérigène ? Et enfin, parce que Bertrand m'a demandé d'insister sur ce sujet, comment repérer ? Et je vais essayer de répondre à ce casse-tête. Alors pour commencer, un petit QCM. Monsieur et Madame Pinard. Picard, monsieur et madame Pinard, boivent de l'alcool. Monsieur boit un verre tous les soirs en semaine et entre 2 et 3 verres par jour le week-end. Madame ne boit pas en semaine, mais le week-end, à partir du vendredi soir, elle aime bien boire en moyenne 2 à 3 verres par repas et pourquoi pas le soir un apéritif et ce tout le week-end. Alors, qui pense que cette consommation est parfaite ? Parfait parce que je bois pareil. Personne, hypocrite, espèce d'hypocrite. Un peu basse pour madame, attention au risque cardiovasculaire. Non. Seule madame boit de manière excessive. Monsieur boit de façon adaptée, en plus c'est un homme. Je crois que c'est cool. Ils boivent tous les deux de manière excessive. Bon, je suis contente. Voilà, c'est fini. Donc effectivement, les seuils ont évolué, vous le savez, ça ce sont les anciens seuils de la Société française d'alcoolologie, qui sont les fameux seuils de la portion d'alcool que vous connaissez bien, je ne vais pas vous faire l'offense de le répéter, 2 verres par jour pour les femmes ou 14 verres par semaine, ou 3 verres par jour pour un homme ou 21 par semaine. Ce sont des seuils qui sont logiquement faux, puisque ce sont des seuils qui sont inspirés de situations à risque de l'OMS qui sont plus bas, mais comme on va le voir plus tard, la consommation excessive d'alcool est probablement la maladie, ou en tout cas un mésusage, une difficulté de santé la moins bien repérée en France en médecine de premier recours. Donc il était important pour la SFA de faire des normes relativement faciles et de ne pas sortir ce tableau derrière. Depuis 2017, ces normes sont beaucoup trop hautes et ce qui est reconnu comme une consommation excessive d'alcool en France actuellement, c'est la notion de 10 verres par semaine avec l'importance d'un maximum de 2 verres par journée et donc la notion d'au moins 2 journées par semaine sans alcool. Donc monsieur et madame Pinard boivent tous les deux de manière excessive. Est-ce que, à cette question, tout le monde est d'accord et très au clair sur le fait que l'alcool seul, il n'a pas besoin du tabac,
est un cancérigène. Personne n'a de doute là-dessus, je suis rassurée. Il y a certains cancérologues qui ont encore des doutes. Donc l'alcool est effectivement un cancérigène avéré et reconnu comme tel depuis quand même maintenant pas mal de temps. Certes, excusez-moi. Certes, ça va majorer, il va faire le solvant d'autres cancérigènes et ses mécanismes d'action sont extrêmement différenciés. Mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que la consommation d'alcool chronique crée un état d'inflammation chronique et comme s'il y avait une espèce de tolérance inflammatoire qui se crée, puisque de base, les personnes, alors ça se manifeste pas par un syndrome inflammatoire marqué, une CRP, etc., mais ça se manifeste quand même par une activation extrêmement régulière des cellules de l'inflammation. Quelqu'un qui boit de l'alcool de manière régulière et quotidienne va avoir une modification de son microbiote avec une inversion firmicute bactéroïdes, va avoir une augmentation de la perméabilité digestive et ainsi les petits bouts de bactéries qu'on appelle les endotoxines type LPS et peptidoglycanes vont transloquer de manière beaucoup plus importante dans la circulation porte et puis ensuite en systémique. Elles vont aller sur leurs récepteurs de choix qui sont les toll-like récepteurs 2 et 4 qui sont sur les cellules de l'immunité pour faire rapide, soit systémique, soit dans le foie comme les cellules de Kupfer que vous connaissez. Et donc il va y avoir une activation de ces cellules et la production de cytokines pro et anti-inflammatoires avec une balance malheureusement déséquilibrée comme le TNF-alpha, l'interféron gamma, l'IL-6, etc. À côté de ça, l'alcool va aussi provoquer du stress oxydatif, des radicaux libres, des apoptoses et toutes ces raisons sont vraiment extrêmement pourvoyeuses de cancer. Donc, tous les ans, il y a en France 28 000 cancers qui sont liés à la consommation d'alcool et pas que la consommation avec dépendance, juste le fait de boire plus de 10 verres par semaine. Cela occasionne 16 000 décès par an. C'est la deuxième facteur de risque après le tabac. Et au contraire du tabac, avec l'alcool, on a une relation exponentielle avec la quantité bu, c'est-à-dire que plus vous buvez, plus le risque est important, sachant qu'on sait qu'il commence entre 1 et 2 verres par jour, ce risque-là. Et par ordre de fréquence, je vous ai mis les cancers concernés intimement liés à la consommation d'alcool. Et là, c'est vraiment un message extrêmement clair. Le cancer du sein est un cancer qui est intimement lié à la consommation d'alcool. Pensez à rappeler aux patientes que vous suivez qui boivent peut-être parfois un peu trop, qu'elles doivent faire des mammographies parce que peut-être que vous ne vous sentirez pas à l'aise pour faire les palpations mammaires. Mais en tout cas, rappelez bien le dépistage systématique des mammographies, c'est extrêmement important. Tous les autres cancers, ma foi, vous serez quand même beaucoup plus à l'aise pour les dépister. ORL, vous allez y penser régulièrement et adresser à un collègue, évidemment. Côlon, foie, estomac, œsophage, je pense que ça fait partie des choses que vous allez aisément diagnostiquer. Quelque chose qui est très important dans la prévention primaire des cancers, il y a cette notion de 10 verres par semaine, j'allais dire par jour, non, 10 verres par semaine. Quand on est en prévention secondaire, on est largement en dessous de ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà eu un cancer intimement lié à l'alcool, globalement, à partir d'1 verre par jour, c'est une consommation excessive qui majore le risque de récidive du cancer ou de lésions secondaires. Donc, si vous avez des patientes qui ont eu un cancer du sein, c'est une femme sur 7, donc vous en avez, c'est moins d'1 verre par jour. Maintenant, nous allons passer au repérage. Je vous ai mis des casse-têtes chinois dessous parce que j'ai l'impression que c'est souvent compliqué pour les personnes qui ne sont pas addictologues. Pour ça, je vais vous le faire en 4 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est les différents modes de consommation de l'alcool en France? Ensuite, quelques outils de repérage. Je vous en mettrai que 3. Et puis, je pense que vous aurez accès à mon diaporama, donc vous pourrez les récupérer. Une diapo sur la posture. Et puis ensuite, un peu un organigramme de comment
je me comporte face à une personne chez qui j'ai diagnostiqué une consommation excessive d'alcool. Donc vous avez sur cette diapositive les deux classifications qui courent actuellement chez les addictologues pour décrire la consommation excessive d'alcool. Sur la partie gauche, vous avez la CIM, qui est la classification, on va dire OMS, qui est une approche catégorielle qui va définir des catégories d'usage qui correspondent chacun à un traitement bien défini. Donc abstinent et usage, c'est des personnes qui ne boivent pas de façon primaire ou secondaire et usage qui boivent en dessous des seuils. Ensuite, vous avez un usage à risque, c'est un risque épidémiologique. Je consomme de l'alcool de manière excessive, soit de façon situationnelle, soit de façon cumulative, et je prends un risque, mais je n'ai pas la concrétisation de ce risque et je n'ai aucun signe de dépendance. L'usage nocif ou abus, je bois trop de manière situationnelle ou de manière régulière, je n'ai aucun signe de dépendance et j'ai la concrétisation du risque. Et enfin, la dépendance, j'ai des signes de dépendance physique, psychologique et des mécanismes de tolérance. La deuxième façon d'imaginer ces troubles, c'est le DSM-5, qui est une approche dimensionnelle. Ça, c'est la classification américaine. Et le DSM-5 regroupe l'usage nocif et la dépendance sous un item qu'on appelle le trouble de l'usage, qui décrit vraiment le comportement comme maladie, c'est-à-dire le rapport au produit. Et là, ça entraîne, ça comprend, les conséquences personnelles et interpersonnelles qu'on ne retrouve que dans l'usage nocif dans la CIM-10. Alors, qu'est-ce qu'il faut repérer ? Il faut repérer tous ceux qui n'ont pas un usage. C'est pas tout de repérer les personnes qui ont une dépendance avérée ou un trouble de l'usage avéré, parce que globalement, c'est pas les plus compliqués à repérer tout de même. En plus, quand ils viennent en consultation, globalement, vous avez des arguments forts sur le plan clinique et biologique qui peuvent vous orienter. Mais ce qu'il faut repérer vraiment en pratique courante, en consultation de tous les jours, c'est les personnes qui ont un usage à risque, un usage nocif et ou évidemment une alcoolodépendance, c'est-à-dire plus de 10 verres par semaine, des signes ou pas de dépendance, des conséquences ou pas liées à cette consommation. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une maladie qui est repérée dans moins de 10% des cas. Et lorsqu'elle est repérée, il y a entre 10 et 20 ans d'écart entre le début des troubles. Vous voyez sur cette diapo le début des troubles de la maladie addictive. C'est entre 15 et 20 ans. C'est une maladie qui commence, la maladie addictive. C'est dommage que j'ai pas 3 heures parce que je vous en aurais parlé, mais c'est une maladie du cerveau et c'est une maladie du neurodéveloppement. Donc, par définition, elle se développe pendant le neurodéveloppement. Ou en tout cas, il y a une forte part de vulnérabilité qui va apparaître pendant le neurodéveloppement. Mais la grosse majorité des addictions apparaissent à ce moment-là. Et on dit toujours que l'addiction à l'alcool, c'est 40-45 ans, mais c'est pas vrai. C'est le moment où on en fait le diagnostic, c'est le moment où on les suit. Ils sont addicts depuis qu'ils ont 25 ans ou 19 ans et ils n'ont pas été diagnostiqués. Et du coup, ils ont fait la cirrhose et ils sont diagnostiqués à la cirrhose. Donc, pensez-y véritablement. Moins de 10% sont repérés. Donc, votre rencontre peut être une occasion, même s'ils viennent pour une maladie inflammatoire du tube digestif, pour une dyspepsie, pour tout le reste qu'une maladie du foie. Vraiment, pensez à poser la question. Et la plupart du temps, il y a plus de 10 ans de retard au diagnostic. 10 ans de retard sous alcool, ça fait des lésions. Et c'est bien dommage de mettre du temps à repérer cette addiction parce que c'est l'addiction la plus mortelle, on va dire, entre guillemets, pour soi et pour les autres. C'est-à-dire qu'on a toujours cette épine d'épinal de voir un héroïnomane, le junkie, le punk à chien dans la rue qui a tout perdu, qui est extrêmement marginalisé, qui va extrêmement mal et on se dit, putain, l'addiction, c'est terrible. Mais non, la pire des addictions, c'est l'addiction à l'alcool. Pour soi et pour les autres. C'est une souffrance intime énorme et évidemment avec une mortalité monstrueuse, mais c'est une souffrance de l'entourage qui est vraiment extrêmement complexe. Donc pensez vraiment à la dépister.
quelques outils, je vais vous en passer 3. L'audit C, c'est vraiment l'outil le plus sensible et le plus pertinent. Le C, c'est pas pour cours, parce qu'il y a que les 3 premières questions, c'est pour consumption. Donc c'est l'Alcohol Use Disorder Identification Test Consumption. Donc c'est les 3 premières questions qui sont extrêmement valides, qui vont en fait interroger par des questions ouvertes et bienveillantes la fréquence de la consommation d'alcool, le nombre de verres à chaque occasion et la fréquence des alcoolisations importantes. Et ensuite, vous avez un score. C'est 3 questions qui sont, vous n'êtes pas obligé de les chiffrer dans votre tête, mais si vous les appréhendez, que vous habituez à les poser, vous allez les poser aisément. Score supérieur ou égal à 4 pour un homme, c'est un risque de mésusage. Score supérieur ou égal à 3 pour une femme, c'est un risque de mésusage. Pour les 2 sexes, supérieur ou égal à 10, on est à risque d'avoir une dépendance, puisque c'est un score qui a été identifié avec l'ancien DSM, donc avec une approche catégorielle. Deuxième test validé en France, c'est la FACE, qui est celle qui est recommandée souvent par l'HAS. Moi, qui n'est pas ma préférée, je préfère l'audit. Et en fin de compte, ça questionne exactement les mêmes choses, avec un peu plus de perception personnelle ou de l'environnement de la consommation d'alcool, qui, à mon sens, n'est pas véritablement toujours un critère diagnostique en fonction de l'environnement. Et puis le dernier, j'ai hésité jusqu'au dernier moment à vous le mettre parce que je déteste ce test de repérage. Je trouve qu'il n'est pas véritablement ni sensible ni spécifique, parce que quelqu'un qui va vous répondre « Ah bah oui, je me lève le matin, je suis obligé de boire, sinon je fais une crise d'épilepsie », objectivement, j'espère qu'on n'attend pas ça pour faire le diagnostic et qu'on a fait le diagnostic avant, et que le poids de « avez déjà eu besoin de boire dès le matin » versus « est-ce que votre entourage se plaint de votre consommation d'alcool ?» objectivement, c'est quand même pas le même poids pour faire le diagnostic ou en tout cas le repérage d'une maladie. Donc voilà, je vous le mets parce qu'il est validé. Moi, je le trouve pas extrêmement pertinent, mais peut-être que j'ai pas le droit de dire ça. Enfin, la posture, je vous conseille l'entretien motivationnel. La posture, en tout cas, de l'entretien motivationnel, pour les personnes que je connais ici dans la salle, je sais qu'elles ont naturellement cette façon de procéder. Et quand on suit des maladies chroniques, c'est bien de savoir avoir cette posture d'expert, de soignant vis-à-vis d'un expert qui a le savoir expérientiel en face de soi et qui globalement connaît quand même beaucoup mieux sa maladie que vous, puisqu'elle est à lui et qu'il l'a et il la vit au quotidien, et savoir écouter et décider ensemble, c'est extrêmement important. En aparté, je vous conseille aussi ça dans votre vie de tous les jours, si vous avez des jeunes adultes à la maison, parce que éviter la résistance, éviter l'opposition, éviter le jugement et la bienveillance avec nos jeunes adultes à la maison, globalement, ça nous sert bien aussi pour éviter les conflits. Donc c'est vraiment une méthode de communication qui est basée sur des principes relativement simples. On va travailler sur la motivation, et là, une question qui est importante, c'est pas de se dire oh là là, mais pourquoi il s'arrête pas, quoi? Pourquoi il s'arrête pas? Il a toutes les raisons de s'arrêter, pourquoi il s'arrête pas? Mais c'est de se poser ensemble la question dans la relation singulière qu'est la consultation, c'est pour quelles raisons, qu'est-ce qui pourrait faire que vous modifieriez ce comportement? On parle même pas d'arrêt. On induit une réflexion sur qu'est-ce qui va faire que vous aurez envie ou pas de modifier. Et donc, on va travailler sur l'ambivalence. L'ambivalence, si vous y réfléchissez pour vous, on en a tous de l'ambivalence. Le oui mais non, on l'a tous. Donc, imaginez si on a une addiction. Évidemment qu'on a des souvenirs extrêmement plaisants avec l'alcool. Quand on a une addiction à l'alcool, il faut pas du tout penser que c'est pas vrai. Ils ont ce souvenir-là, ils ont envie de revenir à cette consommation. La preuve, ils disent tous « je veux boire comme tout le monde », ce qui n'est malheureusement plus possible quand on a une addiction à l'alcool. Donc cette ambivalence, elle est réelle, il ne faut pas s'y opposer, il faut l'accueillir, et il faut faire évidemment ce qu'on appelle des balances décisionnelles pour peser le pour et le contre de je maintiens mon comportement, non, je modifie mon comportement. Et évidemment, le changement n'est pas simple pour personne, parce que c'est quand même
très humain de rester sur l'autoroute, même s'il y a un camion-citerne et 18 km de queue, et de ne pas partir dans les petits chemins à côté qu'on ne connaît pas, même si on sait bien qu'on va voir des beaux paysages et que ça va probablement être plus agréable que d'être sur le bouchon sur l'autoroute, mais on est sur l'autoroute qu'on croit du bonheur et on ne change rien, et c'est valable pour tout dans la vie et pas que pour les addictions. Prenez les chemins de traverse. Alors un algorithme maintenant pour un petit peu le fait que vous n'êtes pas obligatoirement des alcoologues ou des addictologues pour certains d'entre vous. Donc une fois que vous avez repéré avec l'audit ou le FACE et que où vous avez posé la question, vous avez constaté une consommation excessive d'alcool, donc là vous allez réfléchir, il a véritablement une addiction, je sens bien qu'il y a des mécanismes de dépendance physique, des mécanismes de dépendance psychologique, et où il a des conséquences somatiques liées à cette consommation d'alcool. Et à ce moment-là, vous allez lui demander quel est son souhait vis-à-vis de cette consommation d'alcool. Donc c'est lui qui va choisir, et vous n'allez pas induire son choix. Et donc il va choisir soit un projet d'abstinence, soit un projet de consommation contrôlée. Soit il n'a aucun argument de dépendance et il n'a aucune conséquences personnelles ou interpersonnelles, somatiques ou psychiques liées à cette consommation, ce qui est extrêmement rare quand on boit trop d'alcool. Et à ce moment-là, on est sur une logique de réduction des risques et des dommages, et on fait ce qu'on appelle du RPIB, repérage précoce et intervention brève, c'est-à-dire qu'on explique. Et là, le RPIB en addicto, c'est ce qui marche le mieux, c'est-à-dire qu'on sait que quand c'est renouvelé, ça marche vraiment extrêmement bien. Quelques mots sur les médicaments. Je suis dans les temps, c'est bon ? Parfait. Comme ça, il y aura pour les questions. Les médicaments de l'abstinence. Alors, quand j'ai revu mon diaporama tout à l'heure, je me suis dit, moi, je leur parle d'abstinence et je leur parle pas de sevrage. C'est quand même un peu fâcheux, donc je suis obligée quand même de vous évoquer les médicaments du sevrage. Le sevrage en alcool, en benzodiazépine, en lyrica, en GHB sont les seuls sevrages mortels. N'oubliez pas, les produits psychoactifs qui vont aller sur les systèmes GABA, glutamate sont des sevrages mortels. Donc le sevrage en alcool est un sevrage mortel, le sevrage brutal en benzodiazépine est un sevrage mortel. Si parmi vous il y a des personnes qui suivaient des mineurs non accompagnés ou des personnes en addicto, il y a un très 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 fort mésusage du lyrica en France en ce moment, et notamment chez les MNA, c'est des mineurs non accompagnés MNA. Le sevrage est mortel, donc on ne le fait pas brutalement, et c'est pareil pour le GBL, GHB, pour les personnes qui suivraient du chemsex. Donc voilà, c'est un message important. Donc le sevrage en alcool, on va évaluer le niveau de dépendance à l'alcool avec interroger sur les rituels liés à la consommation d'alcool, les éventuels signes de manque physique. On va évidemment poser la question des antécédents de crise d'épilepsie, de sevrage ou pas, mais en tout cas, on va poser la question. Les antécédents de délirium très mince. Et en gros, si vous avez un usager qui a eu déjà une crise d'épilepsie, qui a déjà fait un délirium très mince, qui a une pathologie somatique grave décompensée ou qui a une pathologie psychiatrique grave décompensée, vous devez le faire hospitaliser. C'est un impératif. Si vous n'avez pas ces 4 conditions, une de ces 4 conditions, la grosse majorité des sevrages peuvent se faire en ambulatoire et il est préconisé de les faire en ambulatoire. Et là, vous allez utiliser la molécule de référence dans le sevrage en alcool qui est le diazépam, que vous n'allez pas associer à une autre benzodiazépine. On n'associe jamais 2 benzodiazépines. Donc, s'il a déjà une benzodiazépine, vous faites un équivalent posologie Valium, donc diazépam, et vous le laissez en diazépam, avec, s'il n'avait pas de benzo avant, évidemment, un arrêt du diazépam à 7 à 10 jours. Il y a des choses qui bougent par rapport à la vitamine B1. Actuellement, l'encéphalopathie carentielle de Gaillet-Wernicke est encore reconnue comme un accident de sevrage. Les dernières études sur les complications neurologiques ou neurocognitives de la maladie d'alcool montrent que globalement, l'encéphalopathie carentielle est probablement plus une complication de la consommation d'alcool chronique associée à la dénutrition. Donc n'hésitez pas à les arroser de B1, même quand ils continuent à boire et même avant le sevrage, et de ne pas utiliser la B1 que pendant les sevrages, sachant que la B1 n'est pas remboursée, mais que ça ne fait pas partie des médicaments trop excessifs. Si vous avez des usagers qui peuvent payer
la B1, arrosez-les de B1. Bon, voilà, une fois le sevrage passé, s'il souhaitait un sevrage. Sinon, les médicaments de l'aide au maintien de l'abstinence, vous en avez 4. Ils ont chacun une spécificité particulière et c'est pour ça que c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Et ces médicaments-là doivent être introduits dès le début du sevrage. On n'attend pas d'avoir fait le sevrage pour introduire les médicaments de l'aide à l'abstinence. On les met au moment du sevrage. Vous avez la camprosate. La camprosate, c'est le fameux Aotal qui est probablement le médicament addictolytique qui a le plus prouvé son efficacité. Et c'est bien malheureux parce que c'est celui qui est le moins reconnu par les thérapeutes et par les patients comme étant efficace. Retenez de la camprosate que c'est un médicament qui va rééquilibrer sur 12 à 18 mois les mécanismes neurobiologiques dysrégulés dans l'addiction à l'alcool. Donc il n'a pas un effet immédiat quand on le prend, mais il a un effet à long terme, et c'est peut-être pour ça qu'il a mauvaise presse, sur 12 à 18 mois d'abstinence. Au bout de 18 mois, vous pouvez tout à fait l'arrêter. Un mot-clé, c'est que si vous avez le moindre doute sur des troubles cognitifs, des troubles un peu neurologiques, de la paresthésie, des choses comme ça, Aotal en priorité, parce que l'Aotal est neuroprotecteur. Grossesse, vous mettez de l'Aotal chez les femmes enceintes qui boivent de l'alcool. C'est vraiment, ça va essayer un petit peu de neuroprotéger le futur bébé. Ça va pas faire grand-chose face à la grande tératogénicité de l'alcool, mais ça va en faire un petit peu. Donc, acamprosate, cirrhose Child A et Child B, vous pouvez mettre Child C, vous n'avez plus le droit. Naltrexone, c'est le Revia, ça se prescrit à 1 comprimé par jour. C'est vraiment... Je dirais, moi c'est mon préféré avec l'Aotal, c'est le médicament du craving, c'est le médicament anti-craving qu'on n'utilise absolument pas que dans l'alcool, qu'on utilise dans plein de pathologies addictives. Attention par rapport à la naltrexone, vous ne pouvez pas associer ce médicament qui agit sur les récepteurs mu-opioïdes, vous ne pouvez pas l'associer aux opiacés faibles ou forts. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait un traitement de substitution aux opiacés ou qui a du contramal ou du topalgique, que je vous demande de ne plus jamais prescrire, ce médicament est une horreur, ou des autres opiacés, vous ne pouvez pas mettre de naltrexone, ou en tout cas pensez à l'arrêter si vous avez un patient qui est sous naltrexone et qui doit avoir un opiacé. Donc c'est vraiment anti-craving, cirrhose décompensée A et B, vous pouvez mettre, et ces médicaments-là ne sont pas contre-indiqués avec les immunosuppresseurs en cas de transplantation hépatique. Le baclofène qui a l'AMM, il y a 2 baclofènes qui ont l'AMM, le baclocure et le baclofène Zentiva. Une AMM qui vient de changer, vous savez, c'est un peu particulier, l'histoire du baclofène. L'AMM était limitée à 80 mg, ça y est, il n'y a plus de posologie plafond actuellement, mais des évaluations nécessaires. Le baclofène, c'est le médicament de mise à distance, de désintérêt vis-à-vis, qui a surtout été expérimenté dans la consommation contrôlée, et qui a l'AMM dans la consommation contrôlée d'ailleurs, qui va créer un certain désintérêt et un certain effet anti-craving. Je dirais baclofène, mettez-le chez les gens anxieux, parce que c'est un myorelaxant. Donc même si c'est pas efficace sur l'alcool, parce que toutes les études sont quand même pas unanimes, c'est un médicament... Je dois modérer. Oui, je me dépêche. C'est un médicament qui va vraiment limiter l'appétence pour l'alcool. Et enfin, le disulfiram, c'est l'Espéral, le fameux antabuse qui l'a fait qu'on est malade quand on boit de l'alcool. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit médié, c'est-à-dire que quelqu'un qui le prendrait tout seul chez lui, ça marche pas. On comprend pourquoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui supervise un peu la prise, c'est un peu délicat. Je vous ai mis à droite, je vous en ai déjà parlé, les médicaments de la consommation contrôlée. Le nalméphène, c'est le cousin germain de la naltrexone. Donc les mêmes contre-indications. Pour finir, donc, si vous ne vous sentez pas alcoologue ou addictologue dans l'âme, ça n'est pas très grave. Il existe de nombreuses structures. Pensez à déléguer et pensez à la prise en soin transdisciplinaire. Les personnes qui souffrent d'une addiction nécessitent absolument un suivi transdisciplinaire. Merci. Excusez-moi d'avoir dépassé. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Alors, Patrick. Alors, ça arrive le micro. Merci Hélène pour cette très belle présentation. Moi, je suis toujours un peu gêné pour ces histoires de seuil. Alors, effectivement, tu as déjà dit des personnes qui, effectivement, ont déjà eu un cancer, le seuil est différent. On distingue hommes et femmes, mais on sait très bien, alors si on se limite au foie,
qu'il y a des polymorphismes génétiques qui changent complètement les choses. Est-ce qu'on pourrait peut-être dans le futur avoir des seuils, même si c'est un peu compliqué en termes de communication, mais pour des gens plus spécialisés, avoir des seuils adaptés, parce que souvent les patients nous demandent ça. Je crois pas qu'on puisse avoir des seuils adaptés, parce que quand on regarde les courbes de mortalité liées à l'alcool, c'est pas 20, c'est pas 20 grammes par jour, c'est 13. Ça commence à 13 grammes. Donc non, je veux dire, toutes les études scientifiques mondiales sont unanimes pour dire qu'il y a un risque de morbimortalité qui commence au-delà de 1 verre par jour, que certes, ce risque est très différent en fonction des individus et que ce risque est très différent en fonction des hommes et des femmes, mais si on regarde sur une large population, sur toutes les courbes, à partir de plus d'1 verre par jour, on augmente le risque de morbimortalité, et notamment au niveau du foie, c'est un des organes qui est le plus rapidement touché. Donc je pense pas qu'il faudra adapter, et je pense que c'est compliqué de faire de la prévention en France vis-à-vis de ça, mais après, il y a 30% des adultes français qui fument du tabac, ils savent très bien qu'ils vont mourir de leur tabagisme. Après, c'est un espace de liberté. Moi, je dis pas ce chiffre pour faire l'hygiéniste du coin, c'est pas du tout mon propos. Il faut juste le savoir et ne pas mentir à la population. À partir de plus d'1 verre d'alcool par jour, on prend un risque pour sa santé. Mais quand on fait du vélo au milieu des embouteillages, on prend un risque pour sa santé. Quand on fume des clopes, on prend un risque pour sa santé. Il faut juste que les gens soient au courant. Hélène, une question de physiopathe. Est-ce qu'il y a des études, enfin je pense que oui, sur le microbiote des patients, enfin des personnes qui ont une appétence pour l'alcool? Et ouais, c'est magnifique. Bien sûr. Oui, il y a un lien, ce fameux lien tube cerveau. Il y a pas mal d'études qui ont été faites justement sur la modification du microbiote. Gabriel Perlmutter travaille beaucoup là-dessus, évidemment, vous le savez, avec pour modifier ce microbiote l'idée de faire manger de la pectine. Alors c'est des épluchures de pommes, mais il y a des boîtes qui font des gélules de pectine pour équilibrer le microbiote. En fait, il y a surtout un lien entre microbiote et craving, en fait, sur la modification d'un microbiote qui va favoriser le craving sur les addictions. Et donc, si on modifie ce microbiote, on va diminuer l'intensité du craving. Et jusqu'à maintenant, tous les projets, parce que j'ai fait ma thèse de sciences sur ce sujet avec Gabriel. Ah ben, je savais pas. Et du coup, pour l'instant, toutes les études qu'on a proposées, que Gabriel a proposées principalement, elles ont été refusées. Parce qu'il faudrait vraiment beaucoup de monde, et puis on donne de la pectine, donc ça choque un peu, quoi. Les gens se disent mais pourquoi vous donnez de la pomme? Et quelle est la part de la génétique Sur l'addiction, en fait, je vais vous faire de la peine, c'est le plus gros facteur de vulnérabilité. Le fait d'avoir un antécédent génétique au premier degré d'addiction est le plus gros facteur de vulnérabilité pour un individu de développer une addiction. Et en soi, ça n'est pas une maladie purement génétique. C'est une maladie vraiment multi-causale, bien entendu, avec le fameux PIE, rencontre à un moment donné d'un produit avec un individu dans un environnement donné, et tout ça croise énormément. Mais ce qui va le plus coter au moment du neurodéveloppement, c'est la part génétique. Merci beaucoup, Hélène. Ah, Corinne, une toute petite question, Corinne. Étonnée, il y a le cancer du pancréas, tu ne le cites pas dans les... Parce que non, c'est tabac. Ah oui. C'est tabac. Cancer du pancréas, c'est tabac. Il n'y a pas alcool. Quand on est étonné, le cancer du sein, moi je savais pas. Ah si, palpez, pas que vos femmes. Bon, merci Hélène, mangez des pommes.